Soudanaises prévues en février 2023 ont à nouveau été repoussées. Le gouvernement d'Union nationale a annoncé qu'il resterait en place encore 2 ans jusqu'en février 2025. Ces élections devaient mettre fin à la transition post-guerre civile instaurée depuis février 2020. Selon le gouvernement, la nouvelle feuille de route présentée ce jeudi vise à relever les défis qui entravent la mise en œuvre de l'accord de paix signé en 2018 après des années de guerre sanglante. Salva Kiir, Riek et Machar ont accepté de gouverner ensemble en 2020. Entre 2013 et 2020, leur rivalité aurait fait près de 400 000 morts et des millions de déplacés. Des représentants étrangers comme le Royaume-Uni, la Norvège ou encore les États-Unis ont boudé l'annonce de cette prolongation, indiquant que les dirigeants n'avaient pas consulté la population. De nombreuses dispositions de l'accord 2018, comme la rédaction d'une constitution, une réforme de la gestion des finances publiques et l'instauration d'institutions judiciaires restent inappliquées en raison notamment de querelles persistantes entre les deux rivaux. En Afrique de l'Ouest, avec notamment le Sénégal, élections législatives, énorme désillusion pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Le camp présidentiel a perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais reste en tête d'une très courte avance selon les résultats officiels provisoires des élections législatives du 31 juillet 2022 au Sénégal, proclamé le jeudi 4 août. La coalition du président Macky Sall passe donc de 125 députés à 82 sur les 165 contre l'Assemblée nationale. L'opposition, quant à elle, confirme la dynamique qu'il apporte en avant, obtenant 80 sièges au total. En attendant la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, guider dans cet élément nous permet d'avoir un peu plus clair. C'est un vote sanction contre la coalition Benno Bokk Yakaar. Un fait historique pour une formation au pouvoir de perdre la majorité absolue. Entre 2017 et 2022, la coalition du président Macky Sall est passée de 525 à 82 sièges sur les 165 contre l'Assemblée nationale. Conséquence directe, le parti au pouvoir doit désormais s'appuyer sur d'autres forces au Parlement pour faire passer ses lois. Une contrainte qui ne semble pour autant pas déplaire à Macky Sall, qui juste après la publication des résultats provisoires par la Commission nationale des recensements des votes a salué le peuple sénégalais pour l'exemplarité de la démocratie, la crédibilité du système électoral et a félicité tous les acteurs pour l'excellente organisation et la couverture de ce scrutin. Pour l'opposition, c'est une belle percée que vient de réaliser la coalition Yewwi Askan Wi formée autour d'Ousmane Sonko et Wallu Sénégal dirigée par l'ex-président Abdoulaye Wade, élu député pour la circonstance. L'opposition sénégalaise confirme donc ainsi son dynamisme initié lors des élections locales de janvier 2022, notamment dans certaines grandes villes du Sénégal. Selon certains observateurs, cette nouvelle cohabitation au Parlement pourrait convaincre le président Macky Sall de renoncer au projet qui lui est porté de se représenter à la présidentielle de 2024. Rappelons que ce dernier, qui a été élu en 2012 pour 7 ans, réélu en 2019 pour 5 ans, maintient toujours le flou sur ses réelles intentions. Niger, société civile, une coalition contre la présence militaire française. Les organisations de la société civile nigérienne ont officiellement lancé le mercredi 3 août 2022 une coalition contre la présence militaire française sur le territoire nigérien, baptisé M62. Ce mouvement, qui a pris en vol le 3 août, date d'anniversaire 62 ans l'indépendance du Niger, intervient dans un contexte au redéploiement de la force française Barkhane dans ce pays après la décision des autorités maliennes de chasser les troupes françaises européennes du pays. Kwakapadi. Pour obtenir la libération des 49 militaires interpellés à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako le 10 juillet 2022, la Côte d'Ivoire privilégie la voie du dialogue en espérant trouver une issue heureuse et rapide à cette situation avec le pays frère, le Mali. Les assurances ont été faites par le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Téné Birahima Ouattara. Je tiens vraiment à vous rassurer, à vous dire que vos enfants, vos maris, vos frères et sœurs ont été déployés dans le cadre d'une mission qui est tout à fait réglementaire. Profitant de cette rencontre avec les familles des 49 soldats toujours en détention à Bamako, l'état-major s'est félicité de la bonne tenue de la rencontre
qui selon lui a été une énième occasion pour la délégation ivoirienne de réexpliquer les choses aux autorités maliennes suite à ce qu'il qualifie d'incompréhension et de malentendus. Une aubaine pour ces familles d'exprimer leur soulagement. J'avoue que depuis le 10 juillet, on n'a pas de nouvelles de lui, sauf que les informations que l'état-major nous a données, et on est connecté à eux, tout en sachant que nos enfants vont bien et tout, et que ça s'arrête là. Chaque famille a reçu comme appui la somme de 300 000 francs CFA. Les représentants des familles ont par la suite été invités avec une prise en charge complète à la cérémonie de commémoration de l'an 62 de l'indépendance de Côte d'Ivoire, prévue le dimanche 7 août 2022 à Yamoussoukro. Il s'agissait là plutôt du Mali et de la Côte d'Ivoire sur la coopération, notamment ce qui concerne le dialogue privilégié. Vous savez notamment que cette situation entre les 49 militaires qui avaient été retenus à l'aéroport de Bamako, Sédou, nous n'avons donc pas trouvé de solution jusqu'ici. Et à cet effet, donc, l'état-major a reçu le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Téné Biarima Ouattara, qui a donné les dernières nouvelles de leurs enfants. Mariés et proches non sont rassurés, une issue rapide les familles de ces différentes personnes. L'état-major s'est par la suite réjoui de cette rencontre qui constitue un pas de plus vers une solution heureuse avec le pays frère, le Mali. Merci Nguéné pour le reportage. Nous disions donc au Niger, la société civile a donc opté pour une coalition contre la présence militaire française. Des organisations de ce côté ont officiellement lancé le mouvement depuis le 3 août 2022, date à laquelle l'indépendance était donc fêtée de ce pays. Ce mouvement est baptisé M62. Il intervient dans un contexte de redéploiement de la force française Barkhane dans ce pays et au moment où les forces maliennes ont chassé donc les troupes françaises de leur côté. Kwakapadi pour plus de détails. M62, Union sacrée pour la sauvegarde de la souveraineté et de la dignité du peuple, c'est le nom choisi par une quinzaine d'organisations de la société civile pour baptiser ce mouvement dont la visée est de s'opposer à la présence militaire française au Niger. Le M62 appelle en effet la population à une journée de protestation à travers l'organisation d'une marche pacifique suivie de meetings le mercredi 17 août 2022 à partir de 9h sur l'ensemble du territoire national, notamment dans tous les chefs-lieux de communes, de départements et de régions. D'où le lancement de la semaine de la dignité dès ce mercredi 3 août, date marquant le 62e anniversaire de la proclamation de l'indépendance du Niger. Ces organisations de la société civile engagent à cet effet tous les citoyens du Niger à se constituer en comité citoyen pour la dignité dans les quartiers, les villages et les communes en organisant des initiatives de sensibilisation. Le M62, dans cette démarche, lance un appel également à tous les syndicats, autres organisations de la société civile, les universitaires, hommes de médias, transporteurs, agriculteurs, éleveurs et leaders religieux afin de se joindre à ce mouvement pour défendre valablement et sauvegarder la souveraineté et la dignité du peuple dangereusement menacé. Ce collectif d'organisations de la société civile, parmi lesquelles figurent également des associations des droits de l'homme, justifie sa création par des multiples assassinats des populations du Niger, par la force Barkhane chassée du Mali et illégalement présente d'après les porte-paroles du mouvement sur le territoire nigérien afin de matérialiser un dessein funèbre de déstabilisation du Sahel. Le M62 ne passe pas carte chemin pour réitérer son opposition à la présence militaire française au Niger et exige le départ des troupes du général Bruno Barals, nouveau commandant de la force Barkhane. Le M62 intervient dans un contexte de redéploiement de Barkhane au Niger après que celles-ci ont été chassées du Mali par le pouvoir militaire de transition. Et depuis quelques semaines, des convois de Barkhane arrivent au Niger. Ces derniers jours, des véhicules et camions de ces convois ont même été impliqués dans des accidents de la route qui ont fait au moins 4 morts et plusieurs blessés. En Guinée-Conakry, vague de contestation, machination contre le colonel Mamadi Doumbouya. On s'interroge dans ce journal. En Guinée-Conakry, le pouvoir de transition dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya essuie depuis quelque temps une vague de contestation venant d'une partie de la société civile. Celle-ci accuse le pouvoir militaire de violence contre le peuple, unilatéralisme, violation des droits de l'homme et à l'expression. Des accusations non fondées et peut-être bien pilotées par l'international. Charlie Kenyé, analyste, exprime dans cet élément signé Bego de Madone. L'arrestation le 30 juillet d'Oumar Silla et Ibrahima Diallo, tous deux militants et cadres du Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC,
a conforté des critiques et protestations d'un petit groupe de la population, mais aussi de la société civile. Cette arrestation a eu lieu après des manifestations illégales, jeudi et vendredi dernier. Celles-ci ont perturbé le trafic dans la capitale et causé 5 morts. Les 2 hommes ont été inculpés pour participation à un attroupement interdit, pillage, destruction de biens publics. 9 jeunes autres ont été arrêtés et emprisonnés pour les mêmes faits. Mais pour quelles raisons manifestaient-ils illégalement? Le FNDC a mis en marche depuis plusieurs mois des contestations contre le pouvoir de transition. Il accuse d'ailleurs le colonel Mamadi Doumbouya et le gouvernement de violence, musellement envers le peuple, unilatéralisme et de dégrader le respect des droits de l'homme. Et pourtant, le pouvoir de transition, loin d'agir dans l'ombre, suit un chronogramme précis et connu de tous. À quoi rime donc cette vague de contestation? Pour des observateurs avisés, il s'agit d'un complot pur et simple. Cette proportion de la population guinéenne qui s'est levée contre le président de la transition, Mamadi Doumbouya, en réalité est une portion très bien connue. La plupart des membres qui appartiennent à la société civile sont des personnes qui sont très proches de l'ambassade de France. C'est plutôt l'impression que nous avons l'affaire à une construction, à une machination justement de nature à fragiliser la transition de Guinée-Conakry. Parce qu'il faut le dire, ces actes et ces agissements sont de nature véritablement à menacer un certain nombre d'intérêts de puissance sur son sol. Parce que dites-vous bien que à travers la Guinée-Conakry, des pays, des puissances comme la France avaient bien voulu que ceux-ci rejoignent la mouvance ou alors la dynamique de la CEDEAO. Sur les propositions qui étaient faites par le président de la CEDEAO, je crois que les autorités de la transition guinéenne ont tout accepté. Alors, comment voulez-vous aujourd'hui reprocher une chose ou alors une transition qui en réalité s'inscrit dans une durée très bien connue avec un calendrier électoral bien connu? Coalition de partis politiques et société civile menace tout de même à nouveau de manifester le 15 août prochain contre le pouvoir militaire et pourtant, celui-ci en a encore pour une vingtaine de mois afin de stabiliser le pays et préparer des élections présidentielles comme convenu en fin de mois de juillet avec le président de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo. Cameroun, exploitation de l'or, plusieurs sites fermés dans l'est du pays. Un arrêté préfectoral décide la fermeture des mines d'exploitation au village Kambele 3 dans la région de l'est du Cameroun. Après plusieurs morts inscrits dans le village, un procès prévu le 23 août afin de confronter familles des victimes et exploitants des sites. Kouetou nous en dit plus dans ce reportage. Plusieurs sites d'exploitation de l'or fermés jusqu'à nouvel ordre dans la région de l'est du Cameroun, précisément dans le village Kambele 3, à plus de 400 km de la capitale Yaoundé. Cette décision émane d'un arrêté préfectoral dû à des cas de mort récurrents enregistrés sur ces sites appartenant en majorité à des sociétés d'exploitation chinoises. Une ONG locale, le CED, le Centre pour l'environnement et le développement, avait déjà à plusieurs reprises tiré la sonnette d'alarme quant au danger de ces exploitations, tant pour l'homme que pour l'environnement. La dégradation des routes, obstruction des cours d'eau à cause des coulées boueuses, éboulement de terrain et des morts des suites de noyades sont entre autres les conséquences des sites d'exploitation d'or dans le village Kambele 3 où les riverains demandent réparation. Le cahier de charges des exploitations minières au Cameroun stipule que les sociétés sont tenues de restaurer les terres au terme de leur exploitation sur la supervision des experts du ministère de l'Environnement. Cette décision de fermeture dans le village Kambele 3 semble cependant isolée, vu que le 8 juillet dernier, le ministre camerounais des Mines, Gabriel Dodo Ndoké, a présidé à Bertoua, la capitale de la région minière et forestière de l'Est du Cameroun, des consultations publiques relatives au projet d'exploitation de l'or de Bungeni, un projet aurifère porté par la société Cameroun Mining Company, créée en 2003 par des investisseurs sud-africains et danois, rejoint ensuite par des partenaires chinois. C'est avec cette note de mine du côté du Cameroun que nous mettons un terme à cette partie du journal en langue française. La suite en langue anglaise avec vous, Dixna Bissé.
Thank you for Noah. Good day once more, ladies and gentlemen. You're welcome to the second segment of this midday bilingual newscast, where we kick off with health on the African continent, where according to a report released by the World Health Organization State of Health in Africa, life expectancy on the African continent has risen by nearly 10 years between 2000 and 2019 from 46 to 56 years of age. Could these gains be lost? Find out in this report with Moni Manu. Officials of the World Health Organization still note that this is well below the global average of 64 years. World Health Organization Assistant Regional Director for Africa, Lindsay Makubalo, warned the life expectancy gains could easily be lost unless countries strengthen and make greater investments in the development of healthcare systems. Speaking from the Republic of Congo's capital, Brazzaville, she said Africa has made a good start in the direction over the past 2 decades. On average, she noted access to essential services like basic primary health care improved to 46% in 2019 compared with 24% in the year 2000. Other factors include improvements in reproductive, maternal, newborn and child health. Additionally, the rapid scale-up of health services to tackle infectious diseases such as HIV, AIDS and tuberculosis, as well as malaria over the past 15 years, has been a strong catalyst to improve health life expectancy. While progress has been made in preventing and treating infectious diseases, the report found health services of non-communicable diseases are lagging. It says the dramatic rise in hypertension, diabetes, cancer and other non-communicable diseases could jeopardize health gains if those conditions continue to be neglected. The report also says that COVID-19 pandemic has unleashed greater disruptions to essential health services in the African continent compared to other regions of the world, and those disruptions might affect healthy life expectancy estimates. It also notes some progress have been made in achieving universal health coverage, but it is far from enough. Health officials say one of the key measures to improve access to health services is for governments to increase their public health budgets. We now leave health to talk legislative elections in Senegal, where Senegalese presidential camps have lost the absolute majority in the National Assembly, but of course stays in the lead with a very narrow lead after the proclamation of results on Thursday, August 4th. Fotso has the rest of that story. For the first time in this West African country renowned for its stability, the party in power loses an absolute majority and will have to rely on other forces in parliament to pass its laws. President Macky Sall's coalition left from 125 deputies in 2017 to 82 out of the 165 in the assembly, according to the provisional official results of the National Commission of Census of the votes published Thursday, August 1st. The opposition confirms its dynamic already initiated during the local elections of January, in particular in certain big cities, and gains 86 of deputies in total. 56 for the coalition Yewi Askanwi and 24 for that of Wallu Senegal, which formed an alliance for the legislative. 3 other deputies are from the ranks of 3 other small coalitions of parties. The final figures must be published for the Constitutional Council within 5 days if there is no appeal. These results could convince the President of the Republic, disavowed by the ballot box, to give up the project which is lent to him to represent himself in the presidential election of 2024, says experts and observers. President Macky Sall, elected and re-elected in 2019 for 5 years, remain unclear about his intentions for the 2024 presidential election. He also promised that he will appoint a prime minister from the party that won the elections. After the votes, the figures coming from the Departmental Vote Census Commission showed a very tight ballot, and both sides claim victory. Over to the Horn of Africa, where the United States have urged the Ethiopian government to give unrestricted access to fuel in the Tigray region in a bid to overcome the area's inability to access food aid. Take a listen to this report. The United States has urged Ethiopia to allow unrestricted access to fuel in the conflict-hit Tigray region in order for emergency aid to be distributed
to areas low on food. According to the superpower, there should be unfettered aid deliveries to Tigray and the neighboring conflict-hit regions of Afar and Amhara, urging the government to leave restrictions on cash and fuel. Ethiopia has previously termed claims of fuel shortage in Tigray a myth, as it says warehouses are full of bags of grain that cannot be distributed because of the fuel shortage. In recent weeks, Prime Minister Abiy Ahmed's government and the Tigray People's Liberation Front have both raised the prospect of negotiations to end the brutal conflict after several attempts of a possible ceasefire. Amid the food crisis, the US and the European Union envoys for the Horn of Africa on Tuesday, August 2nd, had urged the Ethiopian government to resume essential services in Tigray after a rare visit of the Secretary of State Antony Blinken to the war-torn region facing dire conditions. The northern region had been struggling to cope with food shortages and no access to basic utilities since June 2021, when Tigrayan rebels recaptured it from federal forces after war erupted around 21 months ago. More than 13 million people need food assistance across the northern Ethiopia, according to the United Nations. The conflict has driven hundreds of thousands of people to the brink of famine and displaced more than 2 million, while both sides have been accused of committing serious human rights violations. Fighting has ceased since a humanitarian truce was declared at the end of March. To wrap up this second segment, we now talk Africa-US ties as a U.S. top official, Linda Thomas-Greenfield, is on a walk-in visit to the African continent. Her trip was announced barely days after Russian Foreign Minister Sergei Lavrov completed his tour in 4 African countries. Mwanze Joyogo has more precisions. U.S. envoy to the United Nations, Linda Thomas-Greenfield, is on a walk-in visit in the African continent. The ambassador made known that a point of focus during her trip in the African continent will be on how the United States can help Uganda, Ghana, and Cape Verde deal with the food crisis which the continent is facing, and not to compete with China and Russia. According to Greenfield, the long-planned trip is not part of global competition with either of America's competitors, but rather a series of high-level U.S. engagements that aim to affirm and strengthen partnerships and relationships with African leaders and people. Her trip from August 4th to 7th will be followed immediately by U.S. Secretary of State Antony Blinken's visit to South Africa, Congo, and Rwanda from August 7th to 11th. This visit comes barely days after Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov ended his trip to the African continent. During his trip, Lavrov rejected accusations that Russia is to blame for the high and fluctuating prices of commodities in the world, but instead blamed the West for monopolizing commodity and supply flows during the pandemic, saying it worsened the situation for food imports. The Russian foreign minister also added that the sanctions imposed to his country is not a solution to the present crisis the globe faces. President Biden's ambassador to the UN says the 3 countries she will be visiting all face food security situations due to the noticeable increase in the cost of food and energy. While in Ghana, she will visit the market, hold talks with farmers, and see how their production can be improved. Ladies and gentlemen, that report on international relations put a stop to the second segment of this midday bilingual newscast in the English language with me, Jix Nabse, and of course with you, Fon Noah. Thank you, Madame, Monsieur. C'est que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes de Feuille Télévision se poursuivent. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, désormais dans vos ménages, via le satellite Eutelsat.